parle de littérature et d'architecture, vous allez peut-être penser aux livres pop-up, dans lesquels un univers en relief s'étendait entre 2 pages. Puis un frisson va peut-être vous parcourir en repensant à Notre-Dame de Paris, et notamment le parallélisme possible entre les écrits d'Hugo et les images de la cathédrale, défilant pendant plusieurs jours sur tous les écrans. Successivement sujet d'admiration, voire de fascination, d'inspiration ou d'expérimentation, l'architecture est une thématique au cœur de la littérature, autant du roman que de la poésie et du théâtre. De la cathédrale médiévale et romanesque d'Hugo à la cathédrale de langue proustienne, en passant par la réflexion poétique d'Aloysius Bertrand, l'architecture est marquée par sa représentation polymorphe. La réappropriation d'une architecture existante convoque pour l'écrivain des questionnements autour de la représentation, de l'écriture de l'espace et de l'espace même du livre. L'édifice, son histoire et les êtres peuplant la structure sont autant de thèmes concrets dont la littérature s'accapare l'essence pour y bâtir son propre projet artistique et humain. La cathédrale semble envahir la littérature des 19e et 20e siècles, que ce soit le fronton des églises médiévales ou les vitraux colorés des bâtisses provinciales. Les descriptions de cathédrales ont une place dominante. Rêvée, symbole de l'enfance ou témoin d'un récit mythologique, la cathédrale fascine, véritable réservoir de l'imaginaire collectif. Elle s'intègre aussi bien sur un plan matériel et concret que narratif. En effet, les monuments sont des récits en relief, témoins de l'histoire et des sociétés. Prenons l'exemple de la cathédrale de Rouen. Admirée aussi bien par Monet que par Flaubert, elle est connue notamment pour ses gisants, des sculptures funéraires, comme Rollon, chef viking à l'origine du duché de Normandie, Richard Cœur de Lion ou encore Guillaume Ier de Normandie, dit Longue Épée. On trouve également un vitrail datant du XIIIe siècle, racontant la légende de Saint Julien l'Hospitalier, qui inspira par ailleurs Flaubert. Spoiler, il y a de la jalousie, du sang et une splendide rédemption. Pour ceux voulant aller plus loin dans les histoires qui sommeillent au sein des cathédrales, je vous conseille la lecture de la description de l'église de Combray, dans Un amour de Swann. C'est pas très long. Proust allie récits chrétiens et historiques, tissés sur des tapisseries et descriptions dynamiques, animant un passé merveilleux. Si Proust se contente de tisser ses récits, Hugo endosse le rôle de tailleur de pierre. L'architecture est pour lui, dans un premier temps, un alphabet de pierre. Dans sa thèse, Victor Hugo met en avant 2 facteurs, le peuple et le temps. La cathédrale Notre-Dame de Paris est avant tout une œuvre collective dont le peuple est le maçon. Artisan de l'histoire, il façonne la bâtisse dépositaire des techniques ancestrales. Mais Victor Hugo ne peut s'empêcher de guider cette masse populaire en lutte contre l'usure de l'histoire. Pour lui, seule l'écriture peut conjurer le temps et ses dégâts. L'auteur repère en premier lieu un parallélisme entre l'écriture des mots et l'écriture des pierres. À travers ce terme d'alphabet de pierre, il inscrit la nécessité ou plus justement la fatalité de cette usure de l'architecture, qui se voit supplantée par le livre. Je m'explique. Dans l'ouvrage, on peut lire « Vous plaît-il que je vous explique en bon parler français ce mot grec qui est écrit là sur le mur ?» Quel mot ? Ananké. Plus loin, on peut lire « Eh Jean !» balbutia le frère aîné avec effort. « Qu'est-ce que ce mot veut dire ? Fatalité. » Or, cette inscription n'est pas anodine dans la thèse hugolienne. L'imprimerie remplacera l'écriture. Le développement des techniques de fabrication du livre contribue au renversement des savoirs. La description de Victor Hugo va jusqu'à influencer les restaurateurs de la cathédrale de Notre-Dame de Paris, et notamment Viollet-le-Duc. Je vous invite d'ailleurs à lire l'article du Monde intitulé « Hugo, Michelet, Viollet-le-Duc, comment les écrits ont construit le mythe de Notre-Dame ». Dans une entreprise plus générale, Hugo superpose l'architecture gothique au genre romanesque portant le même nom. En effet, Claude Frollo possède en lui l'atmosphère des romans gothiques. Je cite « Moi je porte le cachot en dedans de moi ». L'écrivain utilise l'esthétique gothique de l'architecture du XIIe siècle pour créer une jonction avec le roman gothique de la fin du XVIIIe siècle. Et une nouvelle fois, ce n'est pas anodin, car le mouvement littéraire est inspiré de l'art gothique. Le roman gothique ou le roman noir met en scène des fantômes, des châteaux et des personnages terrifiants, par exemple Frankenstein de Mary Shelley. Ainsi, Hugo fait ici une liaison par l'intermédiaire d'un de ses personnages. Il associe une caractéristique concrète et imaginable par tous, le cachot, à 2 disciplines, les souterrains de Notre-Dame et l'univers noir de la littérature gothique. Littérature et architecture se rapprochent donc sous différents aspects. Mémoire des sociétés, lieu affectif ou passerelle vers une esthétique romanesque nouvelle. Tels sont les domaines d'inspiration pour la littérature.
C'est par l'écrit que les écrivains rendent hommage au destin des architectes. La prochaine fois, je souhaite m'intéresser aux indices en littérature qui font de l'auteur un architecte de son œuvre, écrite ou jouée.